Bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez. Bonjour. Comme vous le constatez, la mondialisation s'est érigée en impératif majeur pour les États au XXIe siècle. La mondialisation, globalisation en anglais, est en fait un processus historique pluriséculaire de mise en relation des sociétés du monde entier, ou plutôt du monde écrit évidemment avec une majuscule, devenu donc un lieu commun à toute l'humanité. L'accélération sans précédent des flux, de la production et des échanges que connaît actuellement l'humanité n'est en fait que la phase la plus récente de la mondialisation. Alors, la mondialisation, à l'entame, on l'explique, elle se décompose en plusieurs processus relevant de plusieurs domaines socio-économiques, culturels, technologiques, etc. Tout ceci lié entre eux. L'identité citoyenne, des droits, des responsabilités. La classe citoyenne reçoit l'hôte Emmanuel Beunji, auditeur en Master 2, Sciences politiques fondamentales. Bonjour Lord. Bonjour Marie-Léa. Alors dites-nous, comment est apparu ce concept de mondialisation ? Alors, il serait quasi impossible d'aborder ce concept de mondialisation sans faire recours à son historique et les différents débats doctrinaires nés de ce concept. Et il faudrait noter que le terme mondialisation s'est imposé à partir des années 1980, même si ce concept a été employé en France pour la première fois dès 1904. Et ce concept, rappelons-le, se distingue de la globalisation qui est un terme anglais qui désigne en français la mondialisation financière. Et il y a cet auteur-là qui s'est exprimé, qui a donné son point de vue, c'est-à-dire Laurent Carouette, pour qui la mondialisation n'est pas réductible à une seule échelle mondiale. Et donc le couple mondial local est un leurre car chaque échelle spatiale joue un rôle important. Et donc la mondialisation n'est ni automatique ni mécanique en ce sens où cela résulte du fruit des rapports de force et des jeux de puissance entre les différents États. C'est donc une construction systémique à la fois géohistorique, géoéconomique, géopolitique, sociale, voire culturelle. Et elle n'abolit ni l'histoire, ni le temps, ni la mémoire des faits d'un côté, ni l'espace, ni les distances, ni les territoires et les sociétés de l'autre. Mais rappelons que le concept de mondialisation fait objet de polémiques et appelle à l'expertise de certains auteurs qui ont clarifié cette notion tenant compte des siècles passés et ceux à venir. Classe citoyenne, ma liberté, ma patrie et une justice égalitaire. Alors vous venez de dire que la mondialisation fait objet de polémique. Est-ce à dire que c'est un vocable contesté? Bien évidemment, Marie-Léa, si le terme mondialisation est contesté, c'est justement parce que sa définition n'est pas unanimement acceptée. Chaque auteur, en fonction de son idéologie et de sa façon de voir les choses, le définit ou la définit à sa manière. On peut reprendre la formule du géographe Olivier Dollfuss, qui l'a énoncé en 1997, qui dit que la mondialisation, c'est l'échange généralisé entre les différentes parties de la planète. L'espace mondial étant alors l'espace de transaction de l'humanité. Et il n'est pas le seul à définir ce que c'est que la mondialisation. Nous avons également l'équipe Perspective Monde qui définit la mondialisation comme un processus de construction d'un système international qui tend vers l'unification de ses règles, de ses valeurs et de ses objectifs tout en prétendant intégrer en son sein l'ensemble des composantes. On peut donc noter une absence de définition universelle de ce que c'est que la mondialisation. Classe citoyenne, mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs. Alors, en se référant à la définition du géographe Olivier Dollfuss, quels sont les défis que rencontrent ces différentes parties de la planète dans leur interaction dans ce village, on va dire, planétaire? Et parlant d'échelle,
présente-t-elle des défis pour le développement des États, la mondialisation? Vous savez, la mondialisation pose aujourd'hui des défis de développement à l'échelle mondiale. Et cela suppose donc des capacités de gouvernance mondiale et d'action internationale, à savoir la coopération, les différents arrangements entre les institutions formelles et informelles, un certain nombre d'accommodements entre les différents intérêts, les différends entre les acteurs à l'international et les moyens de régulation. Donc, de leur côté, les altermondialistes, ceux-là qui sont pour la mondialisation, les partisans de cette altermondialisation, souhaitent proposer des alternatives aux formes contemporaines de la mondialisation, jugées trop uniquement fondées sur la dérégulation et sur la libéralisation des marchés, et responsables par là même des dégradations sociales et environnementales. Classe citoyenne, l'éveil du mois citoyen. Mais cela dit, est-ce que la mondialisation présente des avantages? Bien évidemment, Marie-Léa, la mondialisation présente de nombreux avantages, que ce soit du côté des consommateurs, des producteurs et même de l'ensemble des agents économiques. Alors, citons-en quelques-uns, si vous le voulez bien, au niveau des 3 classes énoncées. Déjà, pour les producteurs, le développement du commerce international favorise les gains de productivité et l'innovation, car il leur permet de diminuer leurs coûts de production et leur offre une meilleure compétitivité, soit en bénéficiant des faibles coûts unitaires salariaux des pays en développement, soit par la mise en concurrence des sous-traitants pour bénéficier d'une baisse de prix, soit par la réalisation d'économies d'échelle obtenue par une production de masse. Et la compétitivité de l'entreprise va augmenter, ce qui va lui permettre de vendre plus sur les marchés intérieurs et extérieurs, et par la suite d'augmenter la taille du marché, ce qui offre aux producteurs des débouchés et surtout d'être le plus proche des consommateurs et de répondre au mieux à leurs attentes. Cela leur permet également de profiter d'une main-d'œuvre qualifiée pour augmenter la productivité hors prix, d'échapper surtout aux contingences fiscales et sociales. Il y a aussi que les États offrent des avantages en fait afin d'attirer certaines structures comme les FMN. Oui, exactement. Les avantages qui s'offrent aux producteurs, nous avons la faible législation sociale, l'absence de protection sociale, des paradis fiscaux, des pavillons de complaisance, des zones franches, des cessions de terrain à bas prix, de contourner les obstacles protectionnistes tarifaires et non tarifaires pour vendre sur les marchés locaux à un prix concurrentiel. Classe citoyenne, liberté individuelle et publique. Qu'est-ce que les consommateurs, eux, ils en tirent comme avantage? Avantage, bien évidemment, du développement des échanges de marchandises, de ce libre-échange et de la spécialisation dont vous parlez là. Oui, les consommateurs en tirent grand bénéfice parce que nous avons déjà l'importation des produits qui sont moins chers grâce au renforcement de la concurrence qui pousse les prix à la baisse. Ça, c'est le premier avantage que tirent les consommateurs. Par la suite, ce qui augmente le pouvoir d'achat des consommateurs. Et l'échange international accroît le choix des consommateurs. Les consommateurs ont une multitude de choix et donc sont appelés à choisir entre les différents produits qui leur sont présentés. Ce choix-là des consommateurs leur permet d'accéder à des produits qui ne sont pas réalisés localement. Sans échanges internationaux, les consommateurs n'auraient pas accès à un certain nombre de produits. Et à titre illustratif, au Bénin, par exemple, il est possible de consommer du café et des bananes sans que ces produits y soient réalisés ou produits au Bénin. Bananes importées, bien évidemment, Voilà. puisqu'on produit aussi d'autres bananes au Bénin. Classe citoyenne, ces concepts qui organisent notre vie collective. Pour l'ensemble des agences économiques, ces échanges internationaux ont, semble-t-il, des effets cumulatifs qui profitent finalement à tous.
Oui, bien évidemment, la spécialisation permet une économie de travail et une hausse de la productivité globale puisque la firme abandonne ses secteurs les moins productifs pour affecter sa main-d'œuvre dans les secteurs les plus productifs. Les coûts unitaires vont alors diminuer ainsi que les prix. Et la spécialisation prend tout son sens. On constate que la mondialisation pousse les entreprises à toujours innover davantage, ce qui favorise et diffuse le progrès technique, améliore les produits et les procédés mis en place. Le développement des échanges enrichit les pays concurrents, ce qui va se traduire à terme par une hausse des exportations, à condition que l'appareil productif soit compétitif. Les échanges de biens et services permettent des transferts de technologies qui bénéficient aux pays moins avancés et leur permettent un certain rattrapage. Classe citoyenne. Le droit de participer. Ma contribution de citoyen à la souveraineté nationale. Lors de la mondialisation, finalement, n'a-t-elle pas des inconvénients sur les classes sociales? Oui, la mondialisation présente également des inconvénients et l'ouverture au commerce international et la spécialisation n'ont pas que des effets positifs pour les pays et leurs habitants. Et on peut noter un certain nombre d'inconvénients à l'ouverture du commerce international, à savoir la concurrence entre les pays qui ne se fait pas à âme égale. C'est-à-dire que, contrairement à ce que pense la théorie traditionnelle des avantages absolus ou des avantages comparatifs, il se construit sous l'effet des stratégies des firmes qui agissent en concurrence imparfaite et sous l'effet des politiques des États. C'est-à-dire que les firmes des pays développés bénéficient d'une avance technologique et d'une taille de marché qui leur donne un avantage comparatif tel que les firmes des pays moins développés ne pourront jamais être concurrentielles et entrer sur le marché. Là, on parle déjà d'une certaine inégalité. L'État de ces pays doit donc protéger son industrie s'il veut amorcer son développement. Classe citoyenne, émancipation, liberté individuelle et publique. Donc, les gains du libre-échange pour les pays peuvent être finalement inégaux selon le type de spécialisation. Exactement, c'est pourquoi certains pays du Sud se sont spécialisés dans la production des matières premières et sont donc très dépendants de la volatilité des coûts qui repose sur le climat des spéculations ou des opérations stratégiques de la part des lobbies. Et ces derniers peuvent subir une certaine détérioration des thèmes de l'échange par rapport au prix des importations et des exportations. Pour résumer, la mondialisation, bien qu'elle paraisse comme une solution à des problèmes internationaux dans plusieurs domaines, elle a également des inconvénients sur certains acteurs. Je pense aux États, donc aux individus, aux firmes internationales, etc. Et ces acteurs profitent en fait les uns plus que les autres, sinon les uns au détriment des autres. Exactement. Lord Emmanuel Agbeunji, merci. Je vous en prie. Vous êtes auditeur en Master 2, Sciences politiques fondamentales, oui, au CESPO ou à l'UAC? À la Faculté de droit et de sciences politiques. Merci à vous. Je vous en prie. L'identité citoyenne, des droits, des responsabilités.